France Maghreb 2. L'entretien du LGF pour ce lundi 1er octobre, ravi d'accueillir Faiza Ben Mohamed. Bonsoir Faiza. Bonsoir. Bienvenue sur France Maghreb 2. Alors on a commencé à en parler avec Hanan, donc cette consultation des musulmans. Faiza Ben Mohamed, c'est une militante, journaliste aussi, présidente de l'association Droit de Cité. Faiza, qu'est-ce qui t'a emmené jusque cette consultation musulmane? Comment est-ce qu'elle t'a séduite? J'ai beaucoup apprécié le caractère participatif, c'est-à-dire que les idées qui vont émerger de cette consultation et qui vont constituer les premières pierres et je dirais les premières graines qu'on a plantées, elles partent de la base. Et c'est la première fois qu'une initiative de représentation et de gestion du culte musulman part de la base des musulmans eux-mêmes. Alors, Faiza, pour ce qui est des résultats hier, ils sont assez... j'allais dire ils sont pas très étonnants dans le sens où 7% par exemple des personnes sondées, je crois que c'est 27 000 de personnes qui ont été sondées sur internet où ils ont répondu à un questionnaire. Ouais, des questions qui n'étaient pas toujours bien formulées, mais en tout cas les questions étaient là et 27 000 personnes y ont répondu. Est-ce qu'on peut parler d'abord d'une certaine légitimité, 27 000 personnes sur à peu près 5 à 6 millions de musulmans en France? Alors ce qu'il faut regarder en premier lieu, c'est ce qui a été fait avant. C'est la première fois qu'il y a une telle quantité de membres de la communauté musulmane qui sont consultés sur un projet qui les concerne. Ouais. Le plus grand nombre, ça a été sur une enquête, alors je me souviens plus du nom de l'institut qui l'avait mené, mais c'était 1200 personnes. Donc là, sur 1200 personnes, on arrive à nous sortir des chiffres, notamment l'Institut Montaigne qui nous sort des chiffres des fois complètement fous et on ne comprend pas trop bien sur quoi ils se basent. On leur donne toute la légitimité possible. Donc nous, on arrive avec 27 000 personnes. Alors certes, c'est une goutte d'eau sur 5 ou 6 millions de musulmans, voire plus. Mais pour l'instant, je considère qu'à l'échelle nationale, c'est l'initiative la plus représentative qui a été menée. D'accord. Alors on y voit que dans cette consultation dont les résultats ont été connus hier, mais au-delà des résultats, je pense qu'il y avait quand même un autre message plus important hier, c'est que 7% des personnes interrogées ont une bonne image du CFCM, 7% seulement, mais 63% des gens disent vouloir une représentativité de la communauté musulmane pour que émerge, j'allais dire, un ou quelques leaders pour notamment une certaine représentativité dans les médias. C'est quoi? C'est vraiment un rejet total du CFCM? Je pense que le CFCM, et je crois pas me tromper là-dessus, il souffre d'un manque de légitimité. Quand vous êtes mis en place par le gouvernement français, les musulmans n'ont pas été consultés pour le CFCM. Alors c'est pas des attaques personnelles, encore une fois, il y a peut-être des bonnes volontés à l'intérieur, mais la structure, elle souffre d'un manque criant de légitimité. Ouais. Ils n'ont pas été présents à des moments où ils auraient dû l'être, ils n'ont pas communiqué sur des sujets sur lesquels ils auraient dû communiquer, et je crois que les communautés musulmanes ne leur pardonnent pas ça. Alors, Besma Maghrebi ici présente, Hanan Zawani bien entendu, qui vont vous interroger et poser les questions qu'il faut pour bien comprendre en tout cas la stratégie. J'en ai une petite là avant de laisser la parole à mes collègues. Finalement, quand on voit un petit peu cette consultation dont Marwan Muhammad était venu nous présenter ici même dans cette émission, je crois que c'était au mois de mai dernier si ma mémoire me fait pas défaut, quel est son but concret aujourd'hui? J'avoue personnellement ne pas saisir, j'allais dire, l'opportunité de cette initiative. Il y en a eu beaucoup des initiatives quand même dans cette communauté, de tentatives en tout cas de représentativité, d'organisation. En quoi celle-ci va réussir pour vous, Faiza? Moi, je reste persuadée que celle-ci va réussir avec toutes les bonnes volontés. Je considère que jusqu'à présent, il n'y a aucune initiative qui a été menée par la base et pour elle-même. C'est la première initiative, je dirais, populaire. Du coup, pour moi, elle est complètement légitime pour s'exprimer sur les sujets relatifs aux communautés musulmanes. Le but étant de réussir à organiser correctement le culte. Il y a beaucoup de sujets, la question du pèlerinage, la question de la zakat, la question de l'abattage rituel, les cimetières musulmans. Il y a énormément de sujets qui sont ressortis de cette consultation. Et je crois que une instance qui serait
aujourd'hui parachutés par l'État et qui prendraient des décisions pour les musulmans sans les musulmans, prendraient des décisions contre les musulmans. Besma, peut-être une question à Faiza Ben Mohamed, ici présente, notre invitée aujourd'hui dans cet entretien de ce lundi 1er octobre, Besma. Question, ce serait pas vraiment une question, c'est surtout une observation. C'est vrai que j'ai été frappée de voir et agréablement surprise aussi, parce que je partage parfaitement cette position, de voir que le traitement médiatique est estimé injuste et déséquilibré pour 96,11%. Ah ouais, c'est score sans appel, ça. Énorme. Ouais. Énorme. Donc peut-être avoir votre avis sur ce pourcentage, parce qu'il est il est vraiment il est éloquent. C'est 96,11%. En même temps, il est pas surprenant. Il est pas surprenant, ce chiffre. Oui, mais il a au moins il est peut-être pas surprenant. Excusez-moi, mais au moins c'est les musulmans qui le disent. Ouais. Il est pas surprenant. C'est un des chiffres les plus criants de toute l'enquête d'ailleurs, parce que il traduit un malaise. Je veux dire, ce que les gens nous disent à travers ce chiffre, c'est qu'ils ne se reconnaissent pas quand ils voient ce que sont, comment sont dépeintes les communautés musulmanes à travers les médias, essentiellement sur des grandes chaînes. En plus, je veux dire, c'est des médias qui ont pignon sur rue. Ils se reconnaissent pas dans la manière dont ils sont dépeints. 96%, c'est quand même pas rien. Je crois qu'il doit y avoir une introspection qui doit être faite pour pallier à ça. C'est quoi le problème? C'est un manque de représentativité dans les médias, des personnalités qui... alors c'est vrai qu'on parle beaucoup des musulmans, à longueur de journée, j'ai envie de dire, à longueur de plateau, à longueur d'année, que ce soit à la télé ou à la radio. C'est les personnes qui sont... les vraies personnes qui sont pas invitées, selon le retour que vous avez de cette consultation. En fait, il y a deux choses. Il faut distinguer le fait que la parole des musulmans soit confisquée, et que les médias mainstream invitent principalement des interlocuteurs qui choisissent eux-mêmes et qui du coup n'ont aucune légitimité. Je veux dire, pour moi, quand on invite un Hassan Chalgoumi, l'imam de Drancy, pour venir s'exprimer au nom des communautés musulmanes, je sais pas en vertu de quel mandat il fait ça, mais on peut pas aujourd'hui imposer un interlocuteur et un représentant illégitime et qui en plus leur porte carrément préjudice. Alors il y a cette partie-là, et il y a aussi le fait qu'aujourd'hui les communautés musulmanes ne sont médiatisées que quand elles sont construites comme étant un problème. On les médiatise sur des polémiques sur le burkini, sur des polémiques sur le voile, sur des polémiques sur le halal à l'école et sur le terrorisme. Est-ce qu'il y a peut-être, Hanan, avant de te laisser la parole, est-ce qu'il y a une volonté aussi dans cette consultation? Alors j'ai vu, pour bien résumer, que la volonté à venir, c'est donc d'ouvrir une plateforme en ligne où chacune et chacun vont pouvoir aller proposer des choses à faire, à construire, des initiatives à proposer. Vous en citez d'ailleurs des associations, mais aussi des personnes, j'allais dire, du commun, à s'investir, à proposer des sujets. Est-ce qu'il y a de prévu peut-être une chose très importante, qui est à mon sens peut-être la plus importante, à savoir ne plus rien laisser passer, des propos islamophobes? Je renvoie les auditrices et auditeurs à la dernière prestation sur CNews d'une certaine Zineb Ezraoui, qui n'hésite pas, en toute tranquillité, à dire que le voile renvoie au terrorisme. C'est un appel au terrorisme, du burkini au voile, en passant par la polygamie. On en a eu à toutes les sauces. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, Faiza, il faut dire ça suffit? Alors Faiza ou Hanan? Faiza, la question d'abord par rapport à ça, et puis après Hanan, bien entendu, pour la suite. Alors moi, je reste persuadée que sur des propos comme ceux que vous venez de citer, notamment qui ont été tenus sur CNews, c'est des choses qui sont récurrentes. Et je crois qu'il ne faut pas forcément répondre à ça à la télé ou aller sur Twitter pour aller crier au scandale. Je crois que systématiquement, il faut traîner ces personnes en justice, les faire condamner et montrer ces condamnations. À un moment donné, il faut arrêter cette parole islamophobe qui est complètement libérée et qui est légitimée par de nombreux médias. Il faut que ces personnes soient sanctionnées. Et aujourd'hui, malheureusement, alors soit faute de temps, des fois, on laisse passer, on s'insurge, mais on fait pas grand-chose. Et je pense qu'il faut vraiment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ne rien laisser passer.
Et vous avez ici d'ailleurs une avocate ici présente qui peut confirmer qu'il y a des choses à faire. Je suis vraiment entièrement d'accord avec ce qu'elle vient de dire, et c'est surtout le principal problème qu'on rencontre aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de discuter avec une personne qui travaille au CSA et qui m'expliquait que donc je lui disais mais pourquoi lorsqu'il y a des propos qui sont contre l'islam, contre les musulmans, des propos qui sont assez choquants, il n'y a pas d'actions qui sont menées, il n'y a pas de sanctions, ça n'aboutit absolument à rien. Et sa réponse a été très claire, elle a été très simple, elle m'a dit mais c'est tout simplement parce que nous n'avons pas de plaintes, et que si nous avions autant de plaintes qu'on a pour les autres communautés ou pour d'autres situations, eh bien évidemment qu'on agirait et bien évidemment qu'on sanctionnerait. Donc c'est à la communauté musulmane, et c'est aux musulmans, et c'est à toute personne qui s'estime être ou qui se sent choquée par des propos qu'elle pourrait entendre dans les médias, d'agir et de réagir, et de pas attendre que ce soit toujours l'autre qui agisse. Vous êtes choqué, vous allez sur internet, vous allez sur le site du CSA et vous dénoncez ce qui vous a choqué, vous faites part de votre opinion, parce que votre parole elle peut avoir du poids, mais à condition que vous l'exprimiez. Et le problème c'est qu'il l'exprime pas suffisamment, il l'exprime pas du tout en ce moment. Donc c'est vrai, par exemple par rapport à ce qui s'est passé pour Zineb, j'ai entendu les propos qu'elle a tenus. Je suis sûre que c'est extrêmement violent. Et si on se rapproche du CSA pour savoir le nombre de plaintes qu'ils ont eu à la suite de cette émission, je pense pas que ça vole très haut. Anan, on est d'accord, hein? Alors on est tout à fait d'accord, hein, c'est un sujet, on parle souvent de ce sujet à la radio, la discrimination dans les médias. Donc j'en profite pour parler du CDF, donc Citoyens contre les discriminations dans les médias. Donc il y a une initiative citoyenne portée par des citoyens pour justement changer le visage de la télé, et que plutôt que d'avoir des polémistes toujours les mêmes, hein, on les connaît entre les Charlotte, les Eric, etc. On voit toujours les mêmes à la télé. Les Charlotte ou les Charlie, ça dépend. Les Charlotte ou les Charlie, peu importe, mais Charlotte F. Voilà. Bref. Donc c'est d'avoir en réalité des paysages médiatiques qui nous ressemblent. Alors moi, une question que je souhaiterais poser à Faiza, donc suite justement aux résultats de. Tu y étais hier. Oui, à l'Institut du monde arabe. Voilà. Marwan Mohamed qui était bien habillé d'ailleurs, hein, costard et tout, hein. Alors oui, l'article de Libération l'a repris. Donc chers auditeurs, chères auditrices, vous pouvez aller lire cet article sur Libération, où effectivement, alors peut-être que la journaliste est tombée sous le charme de Marwan Mohamed. En tout cas, elle nous a détaillé sa tenue du bouton de manchette à la chemise. Oui. Mais par contre, cet article, moi je le trouve absolument pas flatteur, dans le sens où il met en avant essentiellement Marwan Mohamed, alors que moi, lors de cette consultation et hier à l'Institut du monde arabe, j'ai vu un groupe, j'ai vu un collectif, j'ai vu des personnes dans le public, des responsables associatifs, des médecins, des docteurs, des mères de famille, peu importe, des hommes et des femmes qui sont prêts à s'investir et qui s'investissent déjà sur le terrain. C'est parce qu'il est à la tête de l'initiative, peut-être, Faiza, non ? Alors il est à la tête de l'initiative, oui, mais il n'est pas à la tête de la plateforme. C'est-à-dire qu'il faut dissocier les deux. Il est initiateur de la consultation, mais Marwan Mohamed a aujourd'hui le même statut au sein de cette plateforme que n'importe quel autre membre du comité de pilotage. On travaille tous ensemble, il n'y a pas de hiérarchie. Oui. Alors ma question, chère Faiza, donc il y a eu un questionnaire, hein, donc des oui, des non, et puis des réponses ouvertes. Un des résultats pour moi les plus marquants, donc concerne justement les priorités d'une instance de représentation et d'organisation du culte, et très étonnamment, les premiers résultats sont effectivement cette volonté qu'il y ait une représentation des musulmans dans les médias. Donc 77% des sondés ont parlé de leur souhait d'avoir une meilleure représentation des musulmans dans les médias. La lutte contre l'islamophobie également à 72%, et enseigner l'islam à nos enfants, à nous-mêmes, et surtout en réalité enseigner l'islam et les valeurs de l'islam à nos concitoyens. Donc sur ces 3 points, on voit que c'est des questions en réalité qui sont éminemment politiques et qui sont très loin des questions d'organisation d'ordre communautaire, donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on organise le pèlerinage, les questions de zakat, de rites funéraires. Et surprise à la consultation, donc en tout cas au résultat de la consultation hier, cette question, en tout cas cet aspect politique, il a été mis en avant
auparavant par une sociologue Fatiha, et par ailleurs il a été totalement évacué, notamment par Marwan Mohamed, quand on a eu Fatima Kemilat qui justement lui a posé la question du prisme politique de nos actions. Donc aujourd'hui, chère Faiza, les musulmans en tant que instance, donc pas représentative, mais en tout cas en tant que collectif et groupement de citoyens qui souhaitent se mettre en place et œuvrer ensemble, est-ce que c'est politique? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ces citoyens-là souhaitent traiter des questions politiques sans que ce soit forcément perçu comme un gros mot? Et j'y rajouterais, est-ce que l'islam et politique fait bon ménage? Alors, je vais répondre en deux temps. Oui. Parce que c'est un sujet hyper sensible, Oui. donc je vais essayer d'être le plus clair possible. La plateforme Les Musulmans n'a pas vocation à faire de la politique. Qu'on soit bien clair là-dessus. On est là pour essayer de réorganiser le culte musulman de la meilleure des façons pour les musulmans, par les musulmans. On fera pas de politique, on laisse ça à ceux qui sont compétents pour le faire, et je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Après, l'islam en France est un sujet politique. C'est-à-dire que le sujet a été confisqué par les politiques qui sont en train de s'approprier la réorganisation de l'islam de France qui ne leur incombe pas normalement. Mais pourquoi, Faiza? Parce que moi je pense que c'est principalement lié à l'actualité sur ces 3-4 dernières années, essentiellement par rapport au terrorisme, où on veut vraiment contrôler, vérifier, traquer sur un système de suspicion le culte musulman. Oui. D'accord. Alors pour la suite et pour la question précise posée par Hanan et sur ces résultats qu'elle vient d'évoquer. Les résultats, ils traduisent plusieurs choses et il faut vraiment lire les interprétations qu'il y a avec. C'est-à-dire que quand vous lisez, par exemple, et j'ai vu hier notamment sur les réseaux sociaux, on a eu quelques remarques comme ça où les gens nous disaient mais c'est bizarre quand même, les musulmans, ils ont répondu en premier que ce dont ils avaient besoin, c'est d'une instance qui les représente dans les médias. Pourquoi ils pensent aux médias et pas nécessairement au culte? Mais tout simplement parce que cette instance, quand on vous dit par exemple que la question de l'éducation islamique, elle arrive qu'en 3e position, alors que pour certains elle devrait arriver en premier, finalement, puisqu'on est là pour apprendre le culte et pour le réorganiser correctement. Mais en fait, tout simplement parce qu'ils considèrent que c'est pas à la plateforme nationale de le faire, mais aux mosquées localement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, ces résultats, il faut vraiment les lire avec l'interprétation qui a été faite par les sociologues. Oui. Alors, on va parler de plein d'autres sujets qui ont été abordés et rappeler quand même que cette consultation a un but précis. Faiza, tu me contredis si je me trompe, à savoir d'accueillir les initiatives de tous citoyens de confession musulmane, principalement on va dire, et également des associations, des mosquées, parce qu'il y a eu 27 000 effectivement personnes qui ont répondu à ce questionnaire, mais il y a eu quand même pas mal de mosquées qui ont été visitées par le staff de cette consultation, et des associations donc qui ont adhéré au projet. 160 déjà, C'est dont énorme. Une association, et je tiens à le préciser, qui regroupe à elle seule 100 mosquées. Donc voilà, il y a quand même, on sent que il y a une envie, il y a un appétit important qui voudrait en tout cas qu'on essaie de s'en sortir, de s'organiser, d'espérer, et j'ai bien l'impression d'ailleurs que c'est peut-être d'ailleurs la dernière chose qui fait que peut-être que voilà, c'est l'emballement général. Mais quelques questions quand même perdurent, ma chère Faiza, et je te laisse le temps de la pub pour y réfléchir. Vous n'êtes pas... France Maghreb 2, France Maghreb 2. Suite de l'entretien du LGF sur France Maghreb 2 avec aujourd'hui pour m'accompagner et pour interroger Faiza Ben Mohamed qui est notre invité, Besma Maghrebi, ainsi que Hanan Zawani. Alors Faiza, première question toute simple, quel est ton rôle au sein de cette consultation des musulmans ? Alors, je fais partie du comité de pilotage, mais je vais essentiellement m'occuper de tout ce qui est communication intracommunautaire, c'est-à-dire d'alimenter les contenus qu'il y aura sur notre plateforme internet. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut peut-être indiquer à nos auditrices et auditeurs le calendrier précis des choses, parce qu'il y a effectivement ces résultats qui sont tombés hier, qui ont été communiqués à l'Institut du monde arabe. Quel est le calendrier, quelle est la suite, parce que les gens, effectivement, au-delà de ces résultats, veulent en savoir davantage pour savoir comment tout cela s'organise. Alors, très simplement, hier on a dévoilé notre site internet, donc www.lesmusulmans.fr.
Donc un site sur lequel les musulmans qui souhaitent rejoindre la plateforme peuvent s'inscrire et peuvent proposer leur service, je dirais. On peut s'inscrire dans tel ou tel groupe de travail, donner sa compétence pour pouvoir mutualiser ensemble nos compétences, nos forces et faire émerger des feuilles de route qui puissent aboutir sur un projet concret. Alors de manière concrète, Faiza, donc moi demain je représente une association qui est en création ou qui est déjà existante. J'ai besoin de compétences. Je me rends donc sur le site internet, donc cette plateforme qui s'appelle lesmusulmans.fr. Qui est ouverte ou pas encore? Qui est ouverte. Qui est ouverte, oui. Et donc, je peux d'une part poster mon projet et faire mon appel à compétences. Alors, ce que tu vas faire, si tu as besoin de t'inscrire et de proposer ta compétence pour notre plateforme, c'est que tu vas t'inscrire. Tu vas donc tu rentres, c'est un système basique de login, password. Tu peux nous envoyer un message pour nous expliquer que tu veux rejoindre la plateforme, soit simplement y adhérer, ou carrément participer aux opérations de terrain et rejoindre un groupe de travail. Par exemple, si demain, toi, Hanan, tu es compétente sur mon domaine, la communication, tu peux nous envoyer un message en disant voilà, je suis chroniqueuse, j'aimerais bien rejoindre vos équipes pour fournir des contenus, écrire des articles. Ça y est, elle est en train de me débaucher ma chroniqueuse tranquillement. Voilà. Ça se passe comme écoutez, ça chez vous. Pas le Nord, écoutez, on sait-on jamais s'il a du temps à nous consacrer. Évidemment. Et on a lancé ça hier, donc on va se donner encore quelques jours pour répondre individuellement à tout le monde et orienter en fonction des thèmes de chacun, orienter vers le bon interlocuteur au sein de la plateforme. Et on va commencer à partir des suggestions qui sont faites par les internautes directement à créer nos feuilles de route sur les thématiques. Alors ça, c'est si je veux apporter mon aide, mais si je veux qu'on m'aide en fait, si je suis une association et que voilà, je travaille sur un projet, j'ai pas de compétences informatiques parce que j'ai pas assez de besoins, pas assez de moyens financiers. Donc là, en tant qu'association, on peut déjà s'inscrire sur la plateforme. Alors, les associations peuvent évidemment, oui, s'inscrire. Il y a déjà 160 associations qui sont déjà membres de la plateforme. Évidemment, si toi, Hanan, tu as une association, tu peux te connecter sur le site, adhérer à la plateforme Les Musulmans et nous demander ce dont tu as besoin. On a comme volonté de pouvoir, notamment il y a une des actions qu'on a énoncées hier qui est de mutualiser un petit peu les... alors je sais plus comment c'était formulé, mais par rapport à une centrale d'achat par exemple, les associations qui pourraient bénéficier d'un même fournisseur avec des tarifs, voilà. Donc après on voudrait travailler aussi sur la communication des associations. On peut les aider sur ça. On peut les aider sur la comptabilité, avoir quelque chose qui est uniformisé sur toutes nos structures adhérentes et faciliter leur gestion. Une société d'accompagnement finalement. Oui, on est dans la réorganisation du culte musulman et donc de son fonctionnement, oui. J'ai une question précise, moi, par rapport aux imams, à la formation des imams. 90% des imams adhèrent ou sont formés en Arabie Saoudite avec le dogme wahhabite. Quel sera le dogme que vous souhaitez que les imams adhèrent ici en France? Alors, qu'on soit clair sur cette question, il n'est pas question pour la plateforme Les Musulmans de créer une espèce de norme de formation des imams. Les imams aujourd'hui, c'est un sujet important. C'est un sujet hyper important, mais quelle est notre légitimité aujourd'hui pour dire l'islam en France, ça doit être ça? Il y a des interprétations, il y a des écoles différentes. Il faut accepter tout le monde dans sa diversité. On peut pas normer la formation des imams, c'est impossible. Parce qu'il n'y a pas un problème quand même d'imams qui viennent pour la plupart de l'étranger et qui sont pas formés ici. Et pourquoi il représenterait un problème? Je sais pas, parce qu'il représente justement une certaine vision, qui représente un certain courant, qui peut ne pas être, en adéquation avec ici, avec ce que recherchent les musulmans de France. Non, mais alors ce qu'il faut remettre clairement à sa place, c'est que ici la norme c'est la loi. Donc tant qu'un imam n'a pas prêché quelque chose qui est contraire à la loi, peu importe s'il vient du Maroc, d'Espagne, d'Arabie Saoudite, d'Angleterre, pour moi c'est la même chose. Il faut pas en finir avec l'islam consulaire, comme le disent d'ailleurs beaucoup, ainsi que le président de la République qui souhaite lui en finir avec ça en tout cas. C'est pas la même chose. Ouais. On parle là l'islam consulaire et les imams qui viennent. Oui, mais c'est un peu lié quand même, Faiza, parce que les imams. C'est lié, mais c'est quand même une problématique qui est complètement différente. Moi, je suis
contre l'islam consulaire. Je trouve pas du tout légitime que, au même titre que je conteste l'ingérence de l'État français dans les affaires de culte musulman, je conteste l'ingérence du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie ou de la... Et aujourd'hui, ces résultats-là, c'est les musulmans eux-mêmes qui le disent quand on leur demande. Qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ça d'ailleurs ? Les instances, pour qui est-ce qu'elles doivent être présentes ? La première réponse, c'est pour les musulmans. Ouais. Quand on demande, en fait, la question c'était à qui une instance représentative des musulmans doit-elle rendre des comptes en premier. Donc les participants à notre enquête ont répondu en premier lieu les musulmans eux-mêmes. Ouais. 73%. À 73%. Donc c'est quand même clair et net que ils veulent en finir avec les ingérences étatiques, peu importe d'où elles viennent. Donc formation des imams, c'est pas votre secteur. Vous en occupez pas. Alors moi non, c'est pas du tout mon secteur, donc je suis. Non mais cette consultation, en tout cas cette plateforme n'a pas pour objectif de s'occuper de ce sujet qui pour vous doit être géré par des gens dont c'est leur compétence. Si il va y avoir en fait, il y a une volonté de créer un statut de l'imam. C'est-à-dire que l'imam aujourd'hui en France, il n'est pas protégé. Il est systématiquement attaqué. Ça on est d'accord. Oui. Non mais on les attaque. Alors il faut dire quand même, il faut remettre les choses à leur place. Les imams, très souvent, ils sont bénévoles. Ils règlent des problèmes familiaux des gens. Ils sont là sur leur temps, à devoir être disponibles de 8h du matin jusqu'à des fois 23h et plus pendant les horaires d'été. Ils donnent de leur temps, ils donnent de leur vie. Et on les médiatise que quand on a envie de les problématiser. Ouais. Je suis désolée, mais à un moment donné, il faut reconnaître leurs compétences, reconnaître leur travail de terrain. Il faut leur créer un statut pour qu'ils soient protégés. Aujourd'hui, ils sont pas tous salariés. Il y en a très peu qui sont salariés. Ils sont dans un statut précaire. Et dès qu'il y a un problème, c'est eux qu'on vient chercher. Je suis désolée, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Ça, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Il y a un gros problème au niveau du statut des imams, dans le sens où c'est vrai que la plupart n'ont pas de contrat de travail. Ils exercent une activité, on leur donne une responsabilité, mais derrière, en fait, ils font du bénévolat. Donc, il n'y a pas de statut juridique, il n'y a pas d'encadrement en ce qui concerne les imams aujourd'hui, et c'est très problématique parce que d'un côté, on souhaite contrôler et on souhaite encadrer. Mais en même temps, on leur donne pas le juste statut dont ils ont besoin pour pouvoir exercer leur travail, si on peut appeler ça un travail, convenablement. Donc c'est vrai que c'est très problématique là au niveau des imams. Ils font comme tu disais, hein, ils travaillent du matin, enfin généralement ils arrivent très tôt le matin et repartent très tard le soir, et il n'y a pas de salaire derrière. Donc juridiquement ça pose un problème. Par contre moi j'aurais une question, parce que alors c'est peut-être un peu naïf de ma part, je suis peut-être un petit peu une profane aussi en ce qui concerne ce sujet, mais j'ai beaucoup entendu le mot plateforme, et si tu devais résumer en fait cette plateforme en quelques mots pour que les auditeurs et les personnes comme moi puissent comprendre exactement en quoi consiste cette plateforme, comment tu la définirais, parce que vraiment pour essayer de cerner un petit peu le. Alors pour moi le premier mot c'est la collaboration. On doit pouvoir collaborer tous ensemble pour faire émerger un projet le plus positif possible et qui puisse satisfaire le plus grand nombre. Et ensuite la participation, mais après c'est sensiblement la même chose. Et ce qu'on veut vraiment, c'est que personne ne soit laissé sur le côté. Alors moi, ce que je retiens, chère Faiza, de ce que j'ai entendu, c'est que là, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de cette plateforme Internet, effectivement, qui permet de regrouper les associations et les mosquées, de créer en réalité un maillage national. Mais cette plateforme, en réalité, c'est qu'un outil. Ah oui, absolument. Voilà. Alors derrière tout ça, en tout cas sur les premières propositions qui émanent, et ça je tiens vraiment à insister là-dessus, des musulmans qui ont répondu à la consultation, que ce soit les 24 000 sur Internet ou les 2500 sur le terrain, c'est concrètement cette action. Donc la première action phare évidemment dont on parle, parce que très rapidement elle va pouvoir être concrétisée, c'est déjà le cas en réalité, c'est la création de cette plateforme indépendante. Mais à côté de ça, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place, donc peut-être nous parler des feuilles de route, de la structuration du local au national, la plateforme Les Musulmans. Mais c'est comme tout à l'heure, elle a parlé de groupes de travail, qu'il y avait des groupes de travail, donc peut-être quel genre de groupe de travail, nous présenter Faiza les 7 premières actions et comment nous, citoyens, responsables associatifs, même militants politiques, parce que moi je pense que les militants politiques ont leur pierre à apporter, donc
c'est pas pour ça qu'on va créer un parti politique. Comment est-ce que justement on peut aider justement à organiser ou réorganiser cet islam en France, comme tu dis? Les questions d'Anan sont beaucoup mieux celles d'Ardisson, hein, Faiza, je suis d'accord. Joker. Elle ne se mouille pas, bah bravo. Je ne me mouille pas là-dessus. Ouais. En plus, il a été sympa avec moi, donc ça va. Un peu moins avec Nafissatou. Oui. Absatou, pardon. Absatou, Oui. oui, c'est vrai. Autant pour moi. C'est vrai. Ouais. Bon, bref. Parenthèse refermée. Sujet, voilà. Alors écoutez, la plateforme, et je veux revenir vraiment là-dessus, c'est que là pour l'instant, la seule chose qui est pour vous visible et palpable, c'est la plateforme Internet. Mais sauf que la plateforme, elle n'est pas que Internet. Là, c'est notre site, lesmusulmans.fr, c'est l'outil du groupe de travail qui s'occupe de communication intracommunautaire. C'est notre outil pour que vous puissiez nous contacter, mais ça va rester un outil. C'est pas notre travail. C'est pas le but de la consultation. Non, le but de la consultation, c'est pas de faire émerger un site internet et on vous dit voilà, merci, au revoir, on a fait ça, on a fait notre job. Non. Là aujourd'hui, ce site internet, on va s'en servir pour collecter les idées, collecter vos propositions, collecter des analyses pour pouvoir les lire, pour pouvoir essayer de les restituer le plus correctement possible et pour pouvoir faire émerger, je prends l'exemple par exemple, tout à l'heure vous avez abordé la question des imams, s'il y a des personnes qui se sentent compétentes là-dessus pour établir un diagnostic, pour nous envoyer des suggestions, nous on va prendre en compte tout ça pour ensuite justement réussir à avoir un fonctionnement pérenne sur le long terme et qui puisse régler ce problème du statut des imams par exemple. Alors peut-être un exemple concret, cher Christophe, cher Faiza et Besma. On a eu un interlocuteur hier qui était président d'une association du Loiret, je crois, oui. En tout cas une fédération qui regroupe plusieurs mosquées, et il expliquait qu'en réalité quand lui a dû ouvrir la mosquée dont il dépend, ça a été très difficile. Donc l'objectif aussi de ce site internet, c'est de regrouper un certain nombre de contacts et d'informations. Donc par exemple, demain, après-demain, il se trouve que en bas de mon quartier, j'ai une salle de prière que je souhaite faire évoluer. Parce que j'ai un terrain à côté, je ne sais pas comment aller négocier avec les mairies, je ne sais pas comment aller chercher une autorisation de construction, enfin je ne sais pas beaucoup de choses. Donc l'objectif c'est vraiment de mutualiser les compétences et d'aller chercher ce qui a déjà été fait avant. De mettre en place une sorte de réseau. Voilà, de mettre en place un réseau. Donc ça, c'est peut-être une des actions. Moi, ce que j'ai retenu parmi les 7 actions menées par et pour les musulmans, donc qu'on peut retrouver, chers auditeurs et auditrices, sur le site lesmusulmans.fr, c'est qu'effectivement, on réfléchit à travailler sur une structuration du local au national. Aujourd'hui, on part d'abord du local, d'ailleurs, pour faire un exemple concret, pour ensuite l'élaborer ou le prolonger au niveau national. Mais d'abord, tout se passe au niveau local. Les consultations, elles ont principalement sur le terrain été menées au niveau local. Les prospections pour faire adhérer les structures, elles ont été menées au niveau local. Ouais. Et je pense que les idées, elles doivent aussi émerger des petites structures. Par exemple, je vais vous prendre un titre d'exemple. Quand il y avait une question dans la consultation qui concernait qui est-ce qui pour vous donne une bonne image de l'islam en France. Eh ben, vous seriez étonné de voir le nombre de personnes qui ont mentionné l'imam du coin, l'imam de leur mosquée. Ils n'ont pas forcément tous. Il y a eu des personnalités. Pour l'anecdote, il y en a qui ont cité Karim Benzema ou N'Golo Kanté, mais et ils ont eu des gros scores en plus. Ah ouais. Mais N'Golo Kanté. Oui, en plus c'est justifié. Ça ferait un bon ambassadeur. Hein, oui, voilà, mais bon, je pense qu'il a d'autres chats à fouetter. Oui. Voilà. Mais vraiment le local, la petite structure, la petite association, la petite mosquée de quartier est très important. Est très importante. Oui. Alors, on peut parler aussi de ça, c'est très important. Il y a un sujet qui aussi concerne tous les auditrices et auditeurs. Beaucoup font le choix d'emmener leurs enfants pour prendre des cours d'arabe. Que ce soit dans les mosquées, des écoles ou bientôt la possibilité de le faire à l'école, au sein de l'éducation nationale. Est-ce qu'il y a aussi la volonté ou l'idée d'uniformiser, j'allais dire, l'apprentissage de la langue arabe, voilà, pour éviter quelques problématiques qu'on a pu connaître dans le passé?
Alors c'est pas tout, il n'y a pas juste cette volonté d'uniformiser l'apprentissage de l'arabe. Moi, le fait que ça puisse être enseigné à l'école, déjà c'est déjà le cas, donc je comprends même pas pourquoi cette polémique est aujourd'hui. Oui, enfin ça l'était, mais ça, enfin voilà, il y a une volonté en tout cas de le remettre sur la table. Oui. Oui, bien sûr, il y a une volonté de le remettre sur la table aujourd'hui parce que ça a été mentionné dans le rapport sur l'islamisme de Hakim El-Karoui. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Est-ce que ce rapport d'ailleurs vous donne quelques idées pour votre consultation? Et il me donne surtout l'idée de ce qu'il faut pas faire, je pense. Comme ça, il a été plus sympa avec vous, je trouve, lorsque je l'ai interrogé sur l'initiative. Je sais pas s'il a été sympa avec vous à mon sujet, mais moi quand j'apparais dans son tableau comme étant identifié parmi les comptes, effectivement, vous apparaissez, Faiza. Les comptes Twitter islamistes les plus influents. C'est pas une insulte, nous a-t-il dit, d'être islamiste. Excusez-moi, moi j'ai pris comme une insulte. Oui. Voilà. Non mais voilà, il vous a effectivement cité, comme il a cité Siam Asbag et bien d'autres. Non mais surtout que c'est faux. Voilà, il faut le redire, c'est faux quand il a fait des liens, que ce soit sur Faiza Ben Mohamed, sur Siam Asbag, sur Marwan Mohamed, il les a mis en lien avec des prédicateurs d'Arabie saoudite, alors qu'ils ont absolument aucun lien avec eux et que aucun tweet de ce prédicateur que je connais pas, donc je sais pas est-ce qu'il est bien ou pas bien, mais en tout cas aucun tweet n'a été relayé et d'ailleurs beaucoup s'en sont offusqués sur les réseaux. Vous accepteriez de débattre avec lui, Faiza? Oui, carrément. Oui, ouais. Carrément. Bon, on va organiser ça alors. Je pense qu'il faut. C'est important le débat, non? Il faut pouvoir. Oui, carrément. Je pense qu'il faut pouvoir confronter les idées et à un moment donné, il faut aussi lui expliquer pourquoi on considère qu'il est complètement à côté de la plaque. Oui. Quand dans son rapport, il est mentionné que on est islamiste sur la base du port du voile et de la nourriture halal. Ça, c'est écrit dans son livre, page 49. Je suis désolée, mais je pense que il fait carrément fausse route. Alors si aujourd'hui il est présenté comme étant l'homme qui murmure à l'oreille d'Emmanuel Macron sur la question de l'islam en France, le président de la République serait très mal inspiré de prendre en compte ces propositions. Est-ce que l'initiative de cette consultation a pour ambition, peut-être cachée encore aujourd'hui, d'être les leaders en matière de tout ce qui est organisation de l'islam en France et peut-être aussi une organe avec laquelle il va falloir compter et discuter demain? Alors, un organe avec lequel il va falloir compter et discuter, oui. C'est incontestable. Oui. On n'est pas en train de faire ça pour travailler dans notre coin et que parallèlement il y ait des décisions à grande échelle qui soient prises. Mais c'est bien que ça soit dit. Voilà. Non, clairement, nous on n'est pas contre le dialogue avec l'État. Au contraire, il faut avoir un dialogue avec l'État. Est-ce que l'État est légitime, Faiza, sur les questions d'accompagnement ou d'organisation de l'islam en France? Je pense que ça c'est une question qui est importante. On a souvent tendance à confronter en réalité l'intérêt de l'État avec l'intérêt des musulmans. Alors, aujourd'hui, le fait que Macron il ait mis le sujet sur la table, est-ce qu'il est en légitimité de le faire? Je crois pas que ce soit son rôle de mettre le sujet sur la table. Je crois pas que c'est le rôle de l'État d'organiser le culte musulman. Ça ne l'est pas d'ailleurs. La République ne reconnaît, il ne subventionne aucun culte. Elle ne reconnaît aucun culte. Il n'a pas aujourd'hui Emmanuel Macron à s'ingérer dans les affaires du culte musulman. Il doit accompagner et garantir la liberté de culte. C'est tout. Oui. Donc aujourd'hui, ces assises territoriales, pour vous, elles sont illégitimes? Alors elles sont illégitimes, elles ont surtout été menées de manière complètement déséquilibrée. Il y a certains départements, pour citer le mien, qui est les Alpes-Maritimes, la consultation qui a été menée en préfecture sous forme d'assises territoriales a duré 2 heures. Donc je ne sais pas si vous considérez que c'est suffisant qu'un tel chantier soit balayé en 2 heures sur la base d'une liste de participants faites par le représentant de l'État, c'est-à-dire que toutes les communautés musulmanes ne sont pas conviées, toutes les associations musulmanes ne sont pas conviées, toutes les mosquées ne sont pas conviées. Vous n'avez pas répondu à ma question, Faiza, pardon, concernant la question que je vous posais, si vous entrevoyez ou peut-être espérez devenir donc un organe avec qui discuter, ça vous m'avez répondu, mais sur le fait de devenir un leader, j'allais dire, de cette communauté par la force des choses, dans le sens où vous êtes rejoint et beaucoup de gens adhèrent à cette initiative, à cette idée. Par la force des choses, vous deviendrez leader dans cette communauté pour un certain nombre de sujets. Est-ce qu'on prend pour acte donc aujourd'hui qu'effectivement il y a cette ambition aussi? Alors
C'est un terme que j'aime pas beaucoup. On n'a pas vocation à vouloir à prétendre à un quelconque leadership sur la. Enfin, je veux dire, c'est pas un commerce, c'est pas un marché. L'islam en France, c'est une cause. Et là où il faut vraiment qu'on soit clair là-dessus, on n'est pas en train de se construire contre un quelconque projet. Je vois bien là où vous voulez en venir. Je vois de nulle part, moi je pose des questions, simplement. Non, mais sur cette question-là, il y a aujourd'hui un CFCM, la mosquée de Paris. Oui, un CFCM créé en 2003 qui est mort-né, enfin on peut le dire clairement aujourd'hui. Qui est mort-né, mais en fait, si vous voulez, c'est que le problème, c'est qu'il a été créé de manière illégitime. Donc du coup, il y a comme une espèce de défiance sur cette structure. Il pourrait y avoir les meilleures personnes à l'intérieur, elles souffriraient du même problème. C'est la légitimité qui est manquante. Et pourtant, sur certains sujets importants, notamment concernant la fixation du Ramadan, on fait confiance au CFCM. Pour tout le reste, non. Moi, c'est pas que je fais pas confiance au CFCM, c'est que je pense qu'il règle pas tout, qu'il souffre d'un manque de légitimité, qu'il ne concerte pas suffisamment les bases et que aujourd'hui les musulmans en ont marre qu'on prenne des décisions pour eux. Je veux dire, on n'est pas dans une mise sous tutelle. Il y a 3 solutions. Hier, Marwan Mohamed a évoqué les 3 solutions. Et la première, c'était de rester sur un statu quo pendant encore 15 ans, comme on vient de le faire avec le CFCM, en considérant que tout va bien. Ouais, ça c'est pas viable. C'est pas viable et c'est mort dans l'œuf, quoi. La deuxième solution, c'est de laisser l'État gérer et réorganiser le culte musulman avec Monsieur El Karoui et ses propositions aussi bouseuses que vaseuses, et considérer que nous sommes encore une espèce de communauté colonisée qui a besoin d'être gérée par l'État. Ça aussi, c'est pas viable, c'est pas tenable, et surtout, c'est contraire au principe de laïcité. Très bien. Alors Faiza Ben Mohamed qui est avec nous pour nous parler de cette consultation des musulmans. Cher Faiza, dans un instant, on va voir si les auditeurs ont bien compris et ils vont pouvoir te poser leurs questions, ou peut-être s'ils n'ont pas saisi ou compris quelque chose, quelques sujets, eh bien peut-être l'occasion leur est donnée. Ils nous appellent maintenant pour les quelques minutes qui nous restent au 01 40 33 9000, mais de toute façon, vous serez, quoi qu'il en soit, amené pour parler de cela ou autre chose, s'il fallait finalement une raison pour que vous veniez. Vous êtes la bienvenue, cher Faiza. Dans un instant, sur France Maghreb 2, donc les dernières minutes avec les auditeurs, 01 40 33 9000. Nous parlons avec Faiza Ben Mohamed depuis 17h dans l'entretien du LGF en ce lundi. De cette consultation dont les résultats ont été connus hier à l'Institut du Monde Arabe. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Il nous reste quelques minutes en compagnie de Faiza Ben Mohamed, accompagné aujourd'hui de Hanan Zawani et de Besma Maghrebi. Avant peut-être de conclure, ma chère Faiza, les auditeurs nous appellent et ont des questions à poser à l'image de Kamel. Je vais demander aux auditeurs, s'il vous plaît, d'être très court dans votre questionnement. Kamel, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à ces dames et ainsi qu'aux auditeurs auditrices. Moi, j'ai 2 questions. La première question, c'est de savoir si ce collectif avait pris connaissance de ce qui a été organisé il y a un peu plus d'1 an maintenant par le collectif des citoyens musulmans pour la paix, notamment au travers d'une consultation. Monsieur Marwan avait été informé de cette consultation qui avait lieu, et avec des résultats qui n'ont pas pu être donnés pour la simple et bonne raison, c'est qu'il fallait qu'effectivement il y ait un comité et de rendre officiel avec des huissiers, etc., etc. Ça, c'est très important. Ensuite, et c'est bien dommage qu'il n'y ait pas eu ce genre de rencontre, parce que les divisions ne profitent à personne. Ensuite, cette manière de mettre tu prêches ta paroisse, Kamel, pardon de te le dire. CFCM me semble un peu participer à cette division. Qu'en est-il? Est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant, et je termine là-dessus, Christophe, est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant que les volontés, puisque le CFCM existe, de ne pas les rejoindre et changer peut-être un certain nombre de choses à l'intérieur, ce qui me semble être le supplément d'âme à amener au sein de notre communauté pour une union précise. Merci Kamel. Alors pour cette consultation dont parle Kamel, Faiza, t'en as entendu parler? Pas du tout. Du coup, je vais peut-être pas parler d'un sujet que je connais pas. Les gars. Je sais pas du tout. Honnêtement, j'en ai jamais entendu parler. Du coup, ça veut pas dire que les autres membres n'en ont pas entendu parler, mais du coup, je peux pas du tout me prononcer sur ça. D'accord. Et sur la deuxième question, dont j'ai pas bien compris le sens, mais bon, peut-être que t'as compris toi. En fait, je voudrais juste dire une chose. Le CFCM, ses membres ont été invités hier à notre plateforme. Ils sont venus? Je les ai pas vus, mais je sais pas s'ils étaient là ou pas.
Je les ai pas vus. D'accord. Hanan, je sais pas si tu les as vus, toi. Alors, moi, je me souviens d'une intervention où effectivement, on a parlé du CFCM, où il a été dit effectivement que vous les avez approchés avant la consultation, pendant la consultation, après la consultation et même la semaine dernière, et que ce qui a été dit en réalité, c'est que cette plateforme, et en tout cas cette action, voilà, plutôt que cette plateforme, lesmusulmans.fr et ce collectif des musulmans n'est pas là pour mettre de côté le CFCM ou l'ex-UOIF ou quoi ou qu'est-ce. On n'est pas dans une concurrence malsaine qui voudrait écraser une quelconque instance pour nous porter en haut, quand non, c'est plutôt de rassembler et de travailler ensemble. C'est ça. C'est pour ça qu'ils ont été approchés et que quand on rejette l'institution CFCM, on rejette pas les personnes. C'est-à-dire que on pourrait encore se réunir avec les membres du CFCM pour réussir à travailler ensemble. Avec le président, à Maître Gras. Moi, je pense qu'ils ont tout intérêt à se rapprocher effectivement de cette nouvelle institution. Je ne sais pas trop comment. C'est un mouvement, c'est quoi? Ce mouvement peut-être, oui. C'est un mouvement, c'est. Ouais. En tout cas, elle a été décrite un peu pour ça que je posais la question moi tout à l'heure comme un mouvement, voilà. Comme un mouvement. Alors j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Voilà, c'est que le CFCM et d'autres ont tout intérêt à se rapprocher de ce mouvement, entre guillemets, le temps qu'on lui trouve un nom ou plateforme, comme le précise Faiza, parce que au sein des actions, on parlait tout à l'heure de formation des imams, donc il y a la formation théologique. Ça, on a bien compris que c'est pas le rôle de ce mouvement, mais par contre il y a des formations en communication, en gestion de projet, les difficultés de terrain. Donc oui, s'il y a déjà une instance qui est créée et qui a pour volonté d'aller dans ce sens-là, évidemment que moi, en tout cas, je pense et j'invite le CFCM et j'invite toutes les fédérations musulmanes à se rapprocher effectivement de ce mouvement pour améliorer leur gestion, leur communication, mieux appréhender les difficultés de terrain. Il se trouve qu'aujourd'hui, et c'est factuel, c'est pas pour dénigrer le CFCM ou l'UOIF, c'est qu'en très peu de temps, en 6 mois, Christophe, quand même, on a réussi à mettre en place, donc à mutualiser déjà des compétences. Donc il y a un groupe de travail, 48 coordinateurs entre autres, qui sont déjà là et qui ont déjà travaillé, qui ont réussi à fédérer déjà 24 000 personnes pour répondre à la consultation. Donc moi, pour ma part, je pense qu'ils ont tout intérêt à rejoindre ce mouvement-là. Alors, peut-être un dernier mot, je crois qu'il y a eu un appel aux dons à lancer, non? C'est ça? Oui, en fait, il y a un système d'adhésion sur notre site, alors je le rappelle encore, lesmusulmans.fr. Lesmusulmans.fr. Oui, lesmusulmans.fr. Il y a une possibilité de faire des dons, une possibilité de devenir membre actif, une possibilité de mensualiser la donation, d'être membre bienfaiteur, voilà. Donc j'invite tout le monde à se rendre sur notre site, il y a toutes les bonnes volontés. Mais donc du coup, quel est le statut juridique exactement? Ça, c'est l'avocate qui parle. Ouais, c'est l'avocate qui parle. Oui, parce que s'il y a des appels aux dons, c'est qu'il y a un statut juridique derrière. Donc pour comprendre, parce que si on ne sait pas si vous êtes une plateforme, une structure, un groupement, enfin, la forme c'est important, je pense, d'expliquer aux personnes qui pourraient être amenées à faire des dons, de savoir à qui ils envoient leur argent. Exact. Association Les Musulmans. Donc c'est une association. Juridiquement, ça a été déclaré comme tel. Donc juridiquement, c'est une association. C'est très bien qu'il y ait un statut. Ah bah oui, c'est surtout, obligé. Non mais c'est surtout que ça répond à la question que je me pose depuis tout à l'heure, qui est de savoir à quoi qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites exactement. Enfin, je trouvais que c'était assez flou. Outre le fait qu'il y ait une consultation où vous posez des questions, il y a 27 000 participants qui ont répondu, donc ça c'est très bien. Mais vu que vous avez cette action, il y a 7 objectifs qui sont visés à la fin de la consultation. Et là, il y a un appel aux dons, donc je trouvais que c'était quand même extrêmement important de savoir quel était votre statut juridique, qui vous êtes exactement juridiquement. Donc le fait de savoir que vous êtes une association, bah ça signifie qu'il y a tout le régime juridique de l'association qui va en découler, et ça explique un petit peu mieux, et on comprend peut-être un petit peu mieux les actions qui vont être menées par la suite. Alors, par exemple, si vous cherchez une avocate, voilà, allez là. Ouais. Une des possibilités qui est offerte aux auditeurs, auditrices et à toutes les personnes qui effectivement souhaitent avancer dans le sens de la mutualisation des compétences. Ce matin, par exemple, je le dis très clairement, j'ai adhéré effectivement au mouvement et j'ai payé 60 €
Non, j'ai adhéré au mouvement et j'ai payé 5 € par mois. Donc ça, c'est une des possibilités qui est offerte pour des étudiants, pour des sans-emploi, pour des retraités. Ça peut aller aussi, on a un paiement effectivement qui est aussi à 20 € par mois et puis des dons libres. C'est ça, Faïza, ça l'a bien résumé. Elle a très bien résumé. Vous pourriez la prendre comme commerciale, pour le coup. On va la prendre. Pour les vendre. Faïza, merci beaucoup, en tout cas, d'être venue et j'espère te revoir très vite ici sur France Maghreb 2. Voire même plus et au-delà de la consultation des musulmans. Voilà, je te lance l'appel concrètement et en direct. Avec plaisir. Cher Faïza, j'ai juste une petite question à titre personnel. Pardon de te la poser. Non, n'aie pas peur. Ce n'est pas un secret que de dire que tu es un proche de Nabil Nasri, qui a pris dans les premiers lieux, en tout cas, de l'affaire Ramadan, sa défense, puis plus rien. Et toi, à ton niveau, quel est ton avis sur cette affaire Tariq Ramadan ? Alors, mon avis sur Tariq Ramadan, je vais essayer d'être la plus claire possible pour qu'on puisse ne rien déformer de ce que je vais dire. Je considère aujourd'hui que Tariq Ramadan est innocent. Il est innocent, il est présumé innocent aux yeux de la loi. Quand j'ai eu accès à un certain nombre d'éléments de ce dossier, je dis pas que j'ai eu accès au dossier complet, j'ai des éléments qui me permettent de dire qu'aujourd'hui il y a eu des mensonges, au pire des mensonges, au mieux des contradictions dans les versions des plaignantes. Aujourd'hui, pour moi, Tariq Ramadan est innocent. Et ce que je dénonce... Présumé innocent. Est présumé innocent. Oui. Ce que je dénonce et ce que je continuerai de dénoncer, mais alors ça, sans flancher là-dessus, c'est le traitement médiatique et politique qui lui a été réservé et qui relève de l'acharnement. Est-ce qu'il a été lâché par la communauté, d'après toi ? Moi, j'ai pas l'impression, mais après... Beaucoup se sont exprimés au début de l'affaire, à l'image de la personne dont je t'ai cité tout à l'heure, Nabil Nasri. Et tous ces gens-là sont restés maintenant, ne parlent plus, sont extrêmement silencieux. Et pourtant, j'allais dire, c'est plus criant aujourd'hui, l'injustice que vit Tariq Ramadan en matière de la présomption d'innocence, qui est absolument pas respectée et bafouée. Qu'au début, parce qu'au début on était dans le questionnement en se disant mais pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait, machin. Maintenant qu'on a un peu plus d'éléments j'allais dire, qu'on y voit un peu plus clair, ces personnes-là qui ont pris la parole au début ne s'expriment plus. Ne s'expriment plus. Je vais te dire, te donner une anecdote toute simple. Je me suis beaucoup exprimée sur cette question, notamment sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup défendu la présomption d'innocence pour son cas en particulier parce que j'estime qu'on s'est acharné sur lui médiatiquement. Mais je me suis pas exprimée sur les dernières semaines et hier et avant-hier, j'ai reçu quelques messages qui me disaient ouais, toi aussi tu lâches, toi aussi tu parles plus de Tariq Ramadan. Moi j'ai lâché personne, je vais pas venir en parler tous les jours. Alors peut-être que Nabil et Nasri n'en parlent plus parce que il y a plus d'opportunités. Je veux dire quand une fois que vous avez donné votre avis une fois, pourquoi vous allez venir marteler tous les jours relâchez-le, faites ci, faites ça. Ils lui ont apporté son soutien. Voilà, le soutien est acté. Et en même temps, est-ce que c'est lui rendre service à Tariq Ramadan d'en parler autant dans les médias? Exactement. Là, je suis complètement d'accord avec ça. C'est que moi, je crois pas qu'il faille nous-mêmes qu'on médiatise alors qu'on dénonce la médiatisation. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est que là, le dossier est entre les mains de la justice et que très souvent, la justice n'aime pas qu'on se mêle de son travail. Donc, quand on va commencer à critiquer le travail de la justice, c'est indirectement lui porter préjudice. Donc, parfois, le silence est d'or. Oui, mais bon, il y a toujours une place à prendre. Donc ça peut. Oh mais non. Non, mais vous dites non, mais peut-être avec votre naïveté. Moi je vous dis qu'il y a une place à prendre et il y a des appétits aiguisés. Non, parce que Tariq Ramadan, déjà il avait pas c'est pas une place, c'est un intellectuel. Non mais c'est un leader. Tariq Ramadan c'était un leader. Évidemment, mais peut-être que ça l'est toujours en plus. Donc ça on n'en sait rien. Oui, d'après son frère. Oui. Même libre et même sans cette affaire, de toute façon, quand il y a une place, elle est toujours à prendre. Il y aura toujours de la concurrence, il y aura toujours des combats, il y aura toujours. Ça c'est. Mais si votre question, elle sous-entend qu'il y aurait au sein de la plateforme Les Musulmans des volontés de prendre la place de Tariq Ramadan. Pas du tout, alors rien à voir. Non, absolument pas. J'ai tenu vraiment à te poser la question, Faïza, pour justement que tu puisses t'exprimer une bonne fois pour toutes là-dessus et qu'on puisse refermer la parenthèse. Mais on est tous d'accord, je pense, autour de cette table, quoi que l'on pense de Tariq Ramadan, c'était pas là le sujet, que la présomption d'innocence n'est absolument pas respectée dans cette affaire et qu'il subit un véritable acharnement. Certaines personnes n'hésitant pas d'ailleurs à dire qu'il s'agit d'une affaire d'État. Voilà, ceci, la parenthèse est refermée. Merci Faïza en tout cas d'avoir joué le jeu, de répondre à nos questions en toute franchise et transparence. On sera amené à suivre ça de très près.
Et je compte sur une bonne partie des chroniqueurs à l'image d'Anan pour suivre ce qui va se passer au niveau de cette consultation. On vous réinvitera si toutefois nous avons des questions qui restent sans réponse. Et comme je te le disais tout à l'heure, Faiza, tu es la bienvenue quand tu veux, ma chère Faiza, dans cette émission. Donc on invite les auditeurs et auditrices donc de nouveau à aller sur lesmusulmans.fr à se faire sa propre idée. Voilà, sa propre idée déjà via le live d'hier, mais surtout s'il y a une volonté d'avancer en commun, ça fait des années, pour ne pas dire des dizaines d'années qu'on attend ça. Vous avez des compétences, allez sur le site internet et manifestez-vous tout simplement. Cher maître Maghrebi, merci beaucoup d'être venu. Merci pour l'invitation. C'était un plaisir. Tu n'as pas besoin d'invitation, t'es chez toi aussi. Elle est à la maison. T'es à la maison, Besma, voyons. N'attends pas quand même longtemps avant de revenir, ça serait bien que tu reviennes. Oui, mais oui. Bon, très bien. Oui, il y a un match important dans pas longtemps. Ah oui, il y a pas, oui, ça, on va laisser ça en antenne parce que là, ça va partir en live sinon. Merci beaucoup Hanan, merci Besma et encore merci Faiza. Très bonne semaine à tous. Et à très vite. Excellente semaine. Merci Faiza. Restez bien à l'écoute de votre radio dans un instant. Nabil, ça va changer de registre. On va parler musique avec lui. Pour l'heure, très en retard. Pardon pour le retard, mais voilà, on avait beaucoup de choses à dire en tout cas dans cette émission. 18h05. Le rappel de l'actualité avec Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. La mort de Charles Aznavour. Près de 80 ans de carrière, des concerts dans 110 pays, des chansons en 8 langues. Le chanteur âgé de 94 ans est mort cette nuit à son domicile dans les Alpilles. Il était l'un des artistes français les plus populaires, interprète inoubliable de la bohème, la Mama. Sa carrière avait décollé en 1958 avec Je me voyais déjà. Parallèlement, il avait joué dans 80 films et téléfilms en tant qu'acteur. Et puis France Télévisions bouscule ses programmes pour rendre hommage à Charles Aznavour. Un documentaire revenant sur la carrière de la légende de la chanson sera diffusé ce soir à 21h sur France 2. Suivi d'un épisode de Taratata spécial Aznavour. Dans l'actualité également, la fin des cotisations chômage entre en vigueur aujourd'hui, ce qui devrait se traduire par une augmentation de votre salaire net sur votre fiche de paye. Notez également que les allocations de frais de garde pour les familles monoparentales sont revalorisées à partir d'aujourd'hui à hauteur de 30%. En Indonésie, Jakarta va accepter l'aide internationale après le séisme sur l'île de Célèbes. Le dernier bilan est toujours de 844 morts et 48 000 déplacés, mais il pourrait continuer à grimper. Selon l'ONU, 191 000 personnes ont besoin d'aide humanitaire d'urgence après le séisme et le tsunami. Les 3 Français qui étaient recherchés sur place ont été retrouvés sains et saufs. Ils faisaient partie des 71 étrangers répertoriés dans la ville de Palu. Le prix Nobel de médecine a été décerné à un Américain et un Japonais aujourd'hui pour leurs travaux sur le traitement du cancer. Et par ailleurs, Jean-Claude Arnault, un Français marié à une académicienne suédoise, a été condamné à 2 ans de prison pour viol. À cause de cette affaire, qui a fait grand bruit en Suède, le prix Nobel de littérature ne sera pas remis cette année, une première en 70 ans. Et puis après des incidents survenus hier lors du derby entre Montpellier et Nîmes, la LFP annonce que Montpellier jouera ses matchs à huis clos partiel. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.